voilà, l'objectif, hein, c'est de vous présenter globalement ce que c'est le no-code, parce que bon, j'imagine que vous avez déjà tous entendu parler du low-code et du no-code en général. L'objectif, c'est pendant la présentation, si vous avez la moindre question, vous m'interrompez, parce que voilà, si je comprends exactement vos besoins, je pourrais en fonction vous amener sur des outils no-code différents et vous donner des pistes. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi que vous m'interrompiez pendant la présentation si vous avez la moindre question. Donc, on va commencer tout simplement. On va faire ça en 7 étapes, hein. La première étape, bon, je vais me présenter rapidement. Je vais vous expliquer les projets que j'ai réalisés depuis jeune, parce que moi, je suis passionné par l'entrepreneuriat depuis l'âge de 14-15 ans. Ensuite, on va parler du no-code. Globalement, qu'est-ce que c'est le mouvement no-code, low-code? On va ensuite exprimer un petit peu tout ce qu'il y a comme start-up, quelles sont les start-up qui ont lancé des projets en no-code et qui ont explosé. On va ensuite trouver les outils no-code qui sont adaptés à votre projet. Ça peut être des projets de marketplace, ça peut être des applications mobiles, des applications web ou des sites internet. On verra ensuite les limites et les inconvénients du no-code, parce que oui, forcément, il y en a. Sinon, ce serait trop beau. Et après, j'ai rajouté quelque chose qui n'est pas vraiment en rapport avec le no-code, mais qui peut, je pense, vous intéresser. C'est moi les conseils que j'aurais aimé avoir avant de me lancer et les erreurs que j'ai pu faire pendant mon parcours. Et enfin, différentes chaînes YouTube que j'ai beaucoup suivies, qui m'ont énormément apporté sur le no-code, sur WordPress, sur d'autres outils, donc, et après sur tout ce qui va être voilà, développement de start-up. Donc voilà, on va commencer si tout le monde est bon, si tout le monde entend, tout est bon. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi j'ai fait moi j'ai eu un parcours scolaire assez classique. J'ai fait un bac scientifique, mais j'ai jamais été très à l'aise à l'école. Je me suis forcé ensuite à aller en prépa HEC et j'ai fait une école de commerce que j'ai terminée en fait cette année. Et pendant tout ce parcours, moi depuis l'âge de 15 ans, à peu près depuis la seconde, la première, je lance différents projets parce que je suis passionné par le digital. Le fait de m'auto-former, ça me passionne et donc tout ce qui va être référencement naturel, web marketing, création de sites internet, etc. Tous ces sujets-là qui tournent autour du web me passionnaient. Et donc, au lieu de les apprendre tout simplement en regardant des vidéos, je me suis donné à chaque fois des projets, des business à lancer. Et c'est ça qui m'a permis en fait de me former, de m'auto-former tout seul. Donc, on va faire globalement ce que j'ai fait. Premièrement, si j'ai vendu donc en 2014-2015, j'avais un site de vente de formation en ligne où j'apprenais aux gens à comment créer leur blog avec WordPress. Donc, c'était assez à la mode à ce moment-là. Et donc, c'était une formation en ligne. C'était enfin, assez classique, hein, vous devez connaître. Il y a différentes personnes qui faisaient ça, notamment Théophile Hélier, ce genre de youtubeurs. Ensuite, j'ai décidé de lancer une marque de textile et une marque de joaillerie. Une marque de textile qui s'appelait Paul Victor, une marque de joaillerie et une marque de casquette aussi qui s'appelait Spark. J'ai fait de nombreux business de dropshipping en fait. C'est ce qui m'a appris à utiliser parfaitement Shopify. Les publicités Facebook, Instagram, c'est aussi ça qui m'a formé. Donc, c'était des business qui tournaient autour des animaux. Voilà, beaucoup de sites de dropshipping autour des animaux, des objets pour animaux, pardon. Ensuite, on est arrivé en fait sur une phase où j'ai rencontré l'affiliation qui est liée à beaucoup de business. Et j'ai lancé à ce moment-là des business de vente de formation en ligne autour du trading et de la crypto-monnaie. Donc, en fait, c'était des plateformes qui permettaient de recevoir des alertes de crypto, etc., et des formations en ligne gratuites. Et j'avais des affiliations avec des brokers, on appelle ça, des plateformes de trading. J'ai fait un peu de tout, hein, vous allez voir. Et j'ai ensuite lancé une plateforme avant le Covid, une marketplace qui met en relation toutes les personnes qui ont des problèmes amoureux avec des psychologues en ligne, donc, qui s'appelait Love Expert. Et j'avais aussi une agence en fait d'influenceurs qui s'appelait Sirox Influence, où je mettais en relation des influenceurs US, pas que de télé-réalité, tout type d'influenceurs, avec des agences, mais c'est un projet qui s'est arrêté assez rapidement. Donc voilà, tous ces petits projets ne m'ont pas ramené énormément d'argent, mais ils m'ont permis de me former et d'aller chercher des connaissances, que ce soit en no-code, en web, en marketing. Et ben, finalement, j'en suis arrivé à me dire que la meilleure solution, ce serait de vendre des sites internet parce que je savais parfaitement les réaliser et très rapidement. Et donc, c'est là que j'ai décidé de lancer Webmaster Tom le premier jour du Covid. J'ai lancé ça. Donc, c'est une agence 360 où on propose du développement de sites internet vitrines, e-commerce, de la marketplace et aussi de l'accompagnement en référencement naturel et en Google Ads. C'est une agence qui est très globale, où on n'est pas spécialisé dans un secteur cible.
On a fait quand même sur la première année un très bon résultat en termes de vente de sites vitrines. On a beaucoup de demandes liées au Covid. Et finalement, il y a quelques mois, en fait, on a reçu pas mal de demandes de marketplace. C'est un sujet qu'on maîtrise assez bien. On a une technologie qu'on a développée aussi en interne et on a décidé de monter cette fois-ci iRock. Donc, je suis moi le seul fondateur de Webmaster et iRock. iRock, c'est une solution marketplace donc, qui vous permet de lancer votre passe de marché très rapidement. Et c'est destiné aux startups, aux scale-up et aux grands comptes. Voilà un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc voilà, ces petits business m'ont permis de me former. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est le no-code? Qu'est-ce que c'est que le low-code? Donc, tout d'abord, je veux être assez large. Le no-code, ça regroupe, comme vous le savez, en fait, tous les outils qui vous permettent de créer des applications, des sites Internet, d'automatiser des tâches assez facilement, en général avec du drag and drop. C'est la technique assez classique. On va faire la différence entre le no-code et le low-code. Alors, le no-code, c'est le fait de pouvoir créer des produits avec vraiment 0 ligne de code. Donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, de Wix. En fait, il y a 0 ligne de code. On peut créer son site Internet. Tandis que le low-code, en général, on peut intégrer du code. Ça peut être des outils comme Bubble ou autres, où en général, on estime qu'il y a 20 à 30% de code qui est intégré par le développeur, en moyenne, c'est une moyenne, mais ça peut être 50, ça peut être 10. Et donc, ce mouvement no-code et low-code, tous ces outils sont destinés aux entrepreneurs, aux startups, mais aussi aux grands comptes. On le verra, j'ai des exemples de grands comptes qui utilisent des outils no-code. Donc, les principaux avantages du no-code, c'est l'accélération du time to market, c'est-à-dire vous pouvez lancer très rapidement votre produit, votre projet, et c'est ça qui va être super intéressant parce que vous allez pouvoir avoir des retours utilisateurs, pouvoir tester, valider votre idée. On appelle ça le MVP, vous devez le connaître parfaitement aussi. C'est voilà, le minimum viable product, mais qui vous permet en fait d'avoir en quelque sorte un prototype d'application ou de site internet pour tester votre idée. Et bien sûr, l'optimisation des coûts de lancement, parce que vous n'allez pas payer une équipe de développement à 100 000 euros plus des licences annuelles pour lancer votre projet. Vous allez pouvoir le tester tout seul rapidement. Ici, on a quelques exemples. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, le no-code, c'est une sous-branche du low-code. Le low-code, c'est extrêmement large, ça regroupe tous les outils. Et le no-code, c'est seulement les outils où on intègre 0 ligne de code. Donc, si on prend la différence en parlant d'outils, sur le no-code, on a Adalo et Glide. Donc, ça permet de créer des applications mobiles en un temps record. Ça, c'est du no-code. On n'intègre pas de code à l'intérieur. Même si avec les nouvelles mises à jour, peut-être que ça se transformera en low-code. Et de l'autre côté, on a par exemple Airtable et Bubble. C'est top parce que j'ai vu qu'il y en a qui l'utilisaient dans le chat. Je regarde en même temps. Et voilà, ça permet, c'est ce qu'on appelle du low-code, de créer des applications web, ou avec Airtable, c'est surtout des bases de données, assez rapidement, mais ça demande quand même un peu de formation, notamment l'outil Bubble. On estime qu'il faut à peu près 2 mois pour commencer à le maîtriser assez bien, mais c'est tout à fait faisable. Voilà. Je tiens à préciser aussi que les outils no-code et low-code ne sont pas destinés seulement aux débutants et aux non-développeurs. Ils sont beaucoup destinés aux développeurs parce qu'en général, un développeur a plus de facilité à les utiliser parce qu'il y a quand même ce concept derrière le no-code et le low-code, il y a quand même toute cette architecture de code qui existe, en fait, qu'on ne voit pas directement, mais qui existe. Et donc les développeurs sont aussi à l'aise avec ce genre d'outils. On va prendre l'exemple de Comet, parce que je pense que c'est intéressant de vous montrer des exemples de startups comme vous qui ont réussi à exploser grâce au mouvement no-code. Alors, Comet, ça a été créé en 2016. C'est une marketplace, en fait. C'est une marketplace qui met en relation des freelances du numérique. Ça peut être des gros hackers, des business développeurs, des experts en référencement, par exemple, et des entreprises. Comet en fait se différencie de Malte, Upwork, Fiverr, 5euros.com sur le fait qu'eux sélectionnent vraiment les freelances avec attention. On estime qu'il y a à peu près 5% d'acceptation sur la plateforme. Ça veut dire que les freelances sont vraiment de haut niveau. Ils sont testés à l'aide de formulaires, d'entretiens, etc. Et c'est sur ce point-là qu'ils se différencient. Pour vous donner l'histoire un petit peu de Comet. Comet a utilisé Bubble.io en 2016 pour son lancement. Et avec la plateforme Bubble, avant d'avoir changé sa plateforme, elle a réussi à réaliser 800 000 $ de MRR. MRR, c'est le Monthly Revenue Recurrent, c'est-à-dire le revenu mensuel.
Donc, on fait 800 000 fois 12 pour l'avoir en annuel. Et ça montre bien qu'ils ont réussi quand même à scaler avec une plateforme no-code. Donc, c'est super intéressant à voir. En 2018, ils ont eu ensuite une levée de fonds de 12 millions de dollars qui leur a permis bien sûr de recruter des équipes de développement et finalement de changer cette plateforme. Mais ils ont gardé quand même en interne certains éléments bubble tout de même dans la plateforme. Donc, ça montre en fait la puissance de l'outil et le fait que vous pouvez tous l'utiliser pour le lancement de votre startup. Ça va presque limite devenir primordial pour les entrepreneurs qui n'ont pas ou très peu de budget pour lancer leur boîte. N'hésitez pas à m'interrompre, je rappelle, si vous avez vraiment de questions, ce sera avec plaisir. Maintenant, on va prendre l'exemple de grandes boîtes. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des grands comptes qui utilisent aussi du no-code ou en général du low-code pour développer des outils principalement en interne. Donc, on va prendre l'exemple par exemple de SNCF. SNCF a utilisé Power Apps. Power Apps a été développé par Microsoft. C'est un outil low-code et SNCF l'a utilisé pour créer une quinzaine d'applications comme un système de réservation de voitures pour un centre technique, un catalogue de formation, une application de traduction de langue. Et donc SNCF, qui est un énorme groupe, a utilisé ça pour lancer quelques outils en interne. Danone a utilisé Bubble.io pour le développement d'applications aussi en interne. Moi, je connais certains freelances qui ont travaillé pour Danone notamment sur le secteur Bubble. Donc, ça montre aussi la puissance, hein, encore une fois, des grands comptes qui l'utilisent. Et Toyota qui a développé plus de 400 applications au total. Ça, la source, hein, c'est znet.fr. Plus de 400 applications utilisées par des millions d'employés dans le monde sur différents usages. Donc, ça peut être du Bubble, du Airtable ou autre. Voilà. On arrive là sur la partie, en fait, on va finir la présentation et l'objectif, c'est à la fin de laisser un peu de temps pour soit, si vous avez des questions, soit zoomer sur un outil en particulier qui pourrait vous intéresser. Voilà. Donc, on arrive là sur les outils no-code qui sont adaptés à votre projet. Bon, là, c'est un mapping avec différents outils no-code. On peut voir qu'il y en a des dizaines, mais en réalité, il y en a des centaines, même des milliers. Il y en a tous les jours qui se développent. Et on va faire un zoom, ça c'est globalement un map, je vous enverrai de toute façon le diapo pour que vous puissiez le voir. Mais on va rentrer plutôt dans le vif du sujet avec ma sélection, les outils que j'ai pu utiliser et qui m'ont permis justement de développer mon agence assez rapidement et mes anciens projets, bien sûr. On va faire un zoom d'abord sur les CRM. Alors, les CRM, vous savez tout ce que c'est à mon avis. C'est l'outil qui va vous permettre de gérer tous vos prospects, de les ranger parfaitement. C'est un peu un Excel, on peut dire, avec des stéroïdes. Hein. En fait, on a Pipedrive et Monday.com qui sont extrêmement utilisés par les startups. Donc, vous pourrez regarder dans les détails. Vous avez plein de vidéos YouTube qui vous expliquent comment ça fonctionne. À la fin de la vidéo, si vous voulez, je vous montrerai des exemples sur mon tableau de bord. Ensuite, on a la connexion WordPress avec Divi ou WordPress avec Elementor. WordPress avec Divi ou Elementor, hein, c'est pareil, c'est extrêmement puissant pour la création de sites Internet sur mesure. Alors, WordPress, ça peut être défini comme un outil qui n'est pas no-code. Pourquoi? Parce qu'on estime que lorsqu'on fait un site WordPress sur mesure, ben forcément, on doit ajouter du code et on doit aussi avoir des connaissances sur la partie hébergement serveur. Mais lorsqu'on utilise WordPress avec un constructeur de thème comme Divi ou Elementor, on peut réaliser le site sans une ligne de code et donc on est sur du no-code. Alors, je vous ai présenté ça parce que moi, c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire à gérer beaucoup de clients sur ma première année avec Webmastertom. On a réussi à automatiser beaucoup de choses avec ces réalisations de sites vitrines. Donc, WordPress et Divi, ça vous permettra de lancer des sites vitrines très rapidement et vos landing pages. Donc, ce combo est parfait. Il est parfait parce que vous n'avez pas de mensualité à payer derrière. Le seul tarif que vous allez devoir payer, c'est l'hébergement et le prix de la licence Divi ou Elementor, sachant qu'il existe quand même des licences gratuites. Vous aurez à la fin, de toute façon, dans les chaînes YouTube, des recommandations. Voilà. Ensuite, sur la partie e-commerce. Sur la partie e-commerce, bien sûr, Shopify, qui est le plus connu pour lancer sa boutique en ligne très rapidement et de haut niveau. Shopify, c'est franchement, il n'y a aucune concurrence pour moi sur le no-code dans le e-commerce. Shopify, c'est vraiment le top. L'expérience utilisateur est incroyable. Les checkouts sont top. Donc, beaucoup de gens essayent avec du WordPress plus du WooCommerce de créer des boutiques en ligne, etc.
mais ça demande énormément de temps pour avoir un résultat de très bonne qualité. Donc, je recommande vraiment Shopify si vous voulez lancer ça en un temps record et de haut niveau. Ensuite, on a Airtable, qui est un outil très puissant. Il faudrait que je regarde en même temps si vous avez des questions. Tac. Ok, je regarderai ça tout à l'heure. Ensuite, on a Airtable, donc, qui est spécialiste de la base de données. Donc là, on est vraiment sur un Excel en beaucoup plus puissant et beaucoup plus facile d'utilisation parce qu'on a une architecture avec un design qui est préétabli. Et beaucoup de boîtes utilisent Airtable pour faire des prototypes. Je pourrais vous montrer par exemple un exemple. L'avantage aussi de Airtable, c'est qu'on peut intégrer via un petit bout de code sur notre site internet une base de données Airtable et ça permet de rajouter une fonctionnalité qu'on n'aurait pas été forcément capable de développer sur un site vitrine classique. Je vais vous prendre l'exemple d'un ami à moi qui avait lancé un business avec du Airtable intégré rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, on a par exemple, voilà, là on est clairement sur du Airtable. L'avantage, c'est que c'est une base de données qui est super bien ordonnée. On peut cliquer et atterrir sur ce qu'on appelle un système de cartes. Donc, oui, on peut le voir, c'est fait avec Airtable. Ça, c'est super puissant et ça permet de créer des bases de données très, très rapidement. On revient sur la présentation. Et ensuite, sur le gros des applications web et des applications mobiles, on a Bubble pour le web et Adalo pour le mobile. C'est deux plateformes qui sont ultra puissantes l'une comme l'autre. Je dirais que Bubble est quand même un peu plus puissante parce qu'il y a encore plus de fonctionnalités. Et on estime voilà, qu'avec Bubble, on peut faire plus de 95% de ce qu'on pourrait faire avec du code. Donc, tout est réalisable. Et encore une fois, j'aurai des chaînes YouTube à vous recommander si vous voulez vous former sur ces outils-là. Petite question, pardon, par rapport à Webflow. Oui. Comment tu situes par rapport à Adalo ou Bubble? Oui, bien sûr. Alors, Webflow, c'est un outil low-code parce qu'on peut intégrer aussi du code dessus. C'est extrêmement bon, Webflow, pour créer des sites Internet. Je ne l'ai pas recommandé ici parce que, honnêtement, quelqu'un qui n'a jamais utilisé Webflow, si vous réalisez un site de haut niveau, tout de même, il va lui falloir un peu de connaissances. Mais voilà, on est sur un outil low-code. Hein. On est sur un outil low-code et pas no-code. Donc, pour moi, Webflow, ce serait l'équivalent du Bubble, mais pour le site Internet. Pardon, mais Adalo, c'est plutôt pour les applis, c'est ça? Adalo, c'est pour les applications mobiles. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Bubble, pour toi, il n'y a pas de code. Bubble, on peut intégrer du code sur Bubble, oui. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Alors, tout dépend des fonctionnalités à intégrer sur la plateforme. Par rapport à Webflow. Ça dépend. L'avantage aussi de Bubble, c'est qu'il y a un certain nombre de plugins qui sont déjà préparés et qui te permettront justement de ne pas avoir besoin de rajouter des lignes de code sur certains développements. Ouais. Et pardon, juste pour comprendre, par exemple, Bubble, par exemple, faire un site internet avec Bubble, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut mieux passer par Webflow ou Ouais, c'est une très bonne question. Honnêtement, ça n'a pas grand intérêt de faire du développement de site internet par Bubble. Je dirais premièrement parce que y a un prix, une mensualité à payer pour utiliser Bubble. Et puis, ce n'est pas réellement fait pour du site internet, quoi, hein. Par rapport au référencement naturel, ce sera moins puissant que du WordPress. Alors, c'est quoi, excuse-moi, je ne comprends pas. Alors, du coup, quand tu veux faire une appli web, pas mobile web, tu n'utilises pas Bubble, tu utiliserais quoi? On utiliserait Bubble pour une appli web, oui. Ah, parce que tu viens de dire que c'est comme un site. C'est un site, une appli web. Alors, une appli web, c'est un site avec beaucoup de fonctionnalités. On est d'accord. Ouais, Ah oui, d'accord. Donc, du coup, quand c'est simple, tu privilégies pas Bubble. Quand on me dit site, en fait, j'entends site vitrine classique. Oui, d'accord. Classique, ça peut se faire bien sûr avec Bubble, hein, mais c'est pas ce que je recommande. Je comprends. Merci. Avec plaisir. Vous avez d'autres questions? Sinon, on continue. Allez. Je t'interromps juste parce qu'il y a une question de Sylvain et je crois qu'il avait un petit problème de micro. Lui demande, okay, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais sur comment créer des liens de hachage et des concours de recommandations sociales. J'entends pas, ça a coupé, je suis désolé. Je disais, il y a une question de Sylvain qui demande aussi comment créer des liens c'est quoi des liens de hachage et des concours de recommandations sociales? Alors, je suis désolé, j'ai pas bien compris. Sur le chat. Alors, je vais aller sur le chat. Je vais essayer. Tu m'entends ou pas? Oui.
Euh, En fait, je vais essayer de faire en sorte de créer une dimension engageante sur un pré-launch de produit. L'idée, c'est de faire diffuser, comme dit AI. J'entends très mal, je suis désolé, j'entends très mal. Ouais, je te le réécris, complètement. Créer des liens de hachage et des concours de recommandations sociales. Des concours de recommandations sociales, j'ai pas bien compris. T'inquiète, je ne sais pas si tu m'entends bien également, mais tu peux avancer peut-être sur les autres outils. On redéroulera les questions à la fin. Ouais, avec plaisir. Ok, je continue. Top, merci. Ok, donc après, on est arrivé sur la deuxième sélection. Là, on est plus sur des outils, différents outils, hein, tout simplement. Là, je me suis trompé, en fait. Là, je viens de voir qu'il y a une coquille parce que ça a été dupliqué. Donc là, il ne faut pas s'en soucier. On a Jotform qui ressemble aussi à Typeform, vous devez connaître. C'est un outil qui permet de créer des formulaires dynamiques et d'avoir des statistiques sur qui a ouvert le formulaire, qui ne l'a pas ouvert. Donc, c'est assez puissant. Et en général, les gens l'intègrent directement sur leur site Internet. Ça permet d'avoir des formulaires avec un plus haut taux de conversion que des formulaires classiques. Voilà. Donc, Jotform assez puissant. Je ne vous ai pas mis Typeform parce que moi, j'ai lu certaines études qui montraient que Typeform avait un moins bon taux de conversion que Jotform, mais ça peut tout à fait être contredit. Ensuite, on a Zapier. Zapier, vous devez peut-être connaître, c'est un outil qui permet d'automatiser les tâches. Donc un système d'automatisation. On a aussi Integromat qui permet de faire ça. Pour vous donner un exemple, donc ça permet de connecter des applications entre elles. Si par exemple, vous souhaitez à chaque fois que quelqu'un vous envoie une pièce jointe dans un mail, vous souhaitez que cette pièce jointe soit rangée dans un Google Sheet, par exemple, ou dans un Google Drive, eh bien, vous pouvez créer cette automatisation qui va relier donc Gmail et Google Sheet. Donc, ça relie deux applications. Si vous voulez encore un autre exemple, par exemple pour Zapier, à chaque fois que je publie un article sur mon site internet, j'aimerais qu'automatiquement il se publie aussi sur mon LinkedIn. Donc, c'est une automatisation qui va relier WordPress et LinkedIn. Voilà, globalement, si vous avez des questions, vous m'interrompez. Donc, j'ai une question, moi, Tom. Là, tu abordes l'aspect justement de Zapier, de l'intégration, etc. Mais en fait, quand on travaille sur Bubble, on peut faire plein de choses qui sont faites aussi sur des outils externes comme Airtable ou autres. Et du coup, il vaut mieux privilégier l'approche modulaire ou l'approche intégrée? Ah ouais, c'est une très bonne question. Alors, si l'approche est déjà intégrée, c'est très bon. Si vous avez des outils de Bubble en interne qui vous permettent de faire ce que vous voulez, utiliser les outils internes, c'est toujours mieux. Par contre, à partir du moment où vous arrivez à vos limites, des outils comme Integromat ou Zapier peuvent être très intéressants. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il y a des limites avec Bubble? Est-ce qu'il y a des limites avec Bubble? Alors, si on utilise des outils externes comme Zapier et Integromat, on arrive quasiment à aucune limite en réalité. C'est ça, mais justement, là, ça devient modulaire. Et du coup, tu as des frais parce que Zapier, ça peut être très cher aussi. Et du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux tout intégrer sur Bubble si c'est possible, autant que possible? Alors ouais, mais après, tout va dépendre du budget. Et après, on arrivera sur la fin de la présentation justement aux inconvénients du no-code et j'en parlerai. Mais effectivement, tout va dépendre du budget que tu as. D'accord, c'est plus cher avec en C'est toujours intégrant. mieux d'avoir tout intégré sur la même plateforme, bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Ok. De toute façon, moins il y a de connexion, moins il y a de risque de bug, quelle que C'est soit la ça. plateforme, quel que soit le projet, de toute façon. Et c'est plus cher quand c'est intégré qu'en modulaire? Qu'est-ce que tu veux dire par intégrer? C'est en plugin? Non, parce que tu as dit que ça dépend du budget. Oui. Donc, ça veut dire quoi? En fait, ça dépend du budget. C'est-à-dire que si tu as besoin de développer à l'intérieur de ta plateforme Bubble pour créer ta fonctionnalité et que cette intégration te demande un temps de développement par un développeur et que ça te coûte cher, eh ben, ça peut être peut-être plus intéressant d'utiliser une plateforme externe comme Zapier ou Integromat pour créer cette automatisation, tu vois. J'ai compris. D'accord, merci beaucoup. Mais après, voilà, tout est faisable, encore une fois, c'est qu'une question de budget. On arrive toujours au même point, hein. C'est toujours une question de budget. Avec beaucoup, beaucoup d'argent, on peut faire ce qu'on veut en développement. J'ai compris. Merci. Voilà. Ensuite, on arrive sur un outil qui ne me semble pas très, très connu dans le monde du web, enfin, dans le monde du développement. C'est Whimsical. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Whimsical? C'est un peu comme Miro, non? Pardon? Comme Miro, Mural, non? Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Miro, je ne connais pas.
Whimsical, je vais vous expliquer. Ça permet en fait de remplacer en quelque sorte un Adobe XD. Ça vous permet de créer des maquettes, des flowcharts, des wireframes. Si on a le temps, à la fin, je vous ferai un zoom là-dessus. C'est hyper puissant parce que je vous le présente parce que ça aidera n'importe qui est sur la conférence. Quel que soit votre projet, à un moment donné, vous allez être obligé de créer un processus client, un arbre, un flowchart, des wireframes pour lancer votre site, votre application, votre marketplace, pour créer votre cahier des charges. Donc, c'est un outil, franchement, qui peut être adapté pour n'importe qui et qui est très, très, très simple d'utilisation. Donc, je vous le présenterai sûrement à la fin. Confluence, je l'ai mis là parce que je l'utilise et il est vraiment bien. C'est un outil, je vous le montre en direct ici. On peut l'avoir ici. Confluence, c'est un outil qui est un espace de travail qui vous permet de gérer avec vos équipes, différentes documentations. L'avantage, moi, pourquoi je l'utilise Confluence, je pense que c'est assez intéressant pour ça, c'est de pouvoir référencer tout ce que je développe et tout ce que j'apprends pour pouvoir ensuite communiquer à mes prochains employés ce que j'ai appris en fait, pour faire de l'onboarding. Donc ici, sur Confluence, on peut ranger tous nos documents, intégrer des fichiers, etc. et ensuite donner des rôles utilisateurs pour que les gens puissent accéder à tous vos documents. Donc, Confluence, en gros, c'est un espace de travail qui peut être remplacé, bien sûr, par Notion, par d'autres. Mais là, on a une version gratuite qui est top. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Ensuite, on a Lemlist. Alors, Lemlist, pareil, vous devez sûrement connaître, c'est un outil d'emailing qui est assez puissant, notamment pour le cold mailing, pour les emails à froid. Et c'est un outil en no-code qui est l'équivalent de Mailchimp, Mailjet, Sendinblue. Je vous l'ai présenté parce qu'en fait, il est très en vogue en ce moment et que j'ai lancé des campagnes qui marchent plutôt bien avec. Donc voilà, sur la partie emailing, Lemlist. Vous pouvez aussi connecter Lemlist à LinkedIn. Oui. Juste, quelle est par exemple la différence qu'il va y avoir avec Mailchimp ou Sendinblue? Alors, globalement, les fonctionnalités sont les mêmes. Juste Lemlist, par exemple, c'est top si on veut faire des campagnes où on relie, par exemple, LinkedIn avec l'emailing, donc des campagnes multicanales. Donc, sur ce point-là, c'est top. C'est-à-dire que je prends un exemple simple. Jour 1, vous envoyez un email. Jour 2, vous suivez le profil LinkedIn de la personne à qui vous envoyez l'email. Jour 3, vous lui envoyez un message LinkedIn. En fait, et tout est géré depuis Lemlist. Ok, très bien. Voilà. On peut faire encore d'autres choses, mais si c'est intéressant, à la fin, je vous ferai une présentation de Lemlist aussi dans les détails. Mais pareil, c'est hyper bien documenté aussi, Lemlist, que ce soit sur YouTube ou sur leur documentation. C'est super. Et enfin, bien sûr, il y a tous les outils Google qui sont exceptionnels. Gmail, vous connaissez tous, tout ce qui est Google Agenda pour gérer votre planning, Google Drive, Google Doc, Google Sheet. On a même aussi Google Chat qui remplace Slack aussi, qui peut être pas mal. Mais tous les outils Google sont vraiment de haut niveau, on peut tous les utiliser. Je ne les ai pas mis ici, mais je vous les mettrai dans le chat à la fin. On a aussi tout ce qui va vous permettre de gérer la data qui est Google Analytics, qu'on va relier à votre site Internet. Vous avez la Google Search Console qui vous je fais un mapping global, mais Google Search Console qui vous permettra de gérer le référencement naturel de votre site. Vous avez Google Optimizer qui est vraiment excellent, qui est très très peu connu, Google Optimizer, qui vous permet en fait de faire de l'A/B testing en référencement naturel. C'est-à-dire que vous pouvez faire différentes pages d'accueil, par exemple, et voir lesquelles ont le meilleur taux de conversion. Voilà. On arrive du coup sur la 5e partie. Sur les limites et les inconvénients du no-code, c'est une partie qui est pour moi très intéressante parce que tout le monde se pose toujours cette question. Si je pars sur du no-code, quelles sont les limites et quels sont les points négatifs? Alors, le premier point, c'est la sécurité. Même si ces plateformes comme Bubble, Adalo, etc. sont tout de même sécurisées, on n'a pas à 100% la main sur la plateforme puisqu'on n'en est pas totalement propriétaire. Et donc, c'est l'entreprise en fait qui dispose des droits de propriété de l'application. Donc, à un moment donné, si vous avez une application avec, je ne sais pas, une marketplace avec 2 millions d'appartements sur la plateforme, ça commence à être très, très, très lourd. La sécurité est très importante. On a des fonctionnalités forcément qui sont limitées. Tout dépend bien sûr des outils. Les fonctionnalités ne vont pas être les mêmes sur Webflow que sur Bubble, que sur Adalo. Mais voilà, on a des fonctionnalités qui vont être limitées sur certaines plateformes.
Bubble, ça diffère parce que Bubble, c'est vraiment très, très puissant et ça permet quasiment de tout faire. Maintenant, on en revient à la question du budget. Bien sûr, si on veut intégrer du code sur Bubble, il faut payer des développeurs et donc il y a un certain coût. Il y a un point qui est très important que très peu de gens savent, c'est que ces outils de no-code, ils ne plaisent pas forcément aux investisseurs parce que c'est tout nouveau et les investisseurs se disent qu'on n'est pas totalement propriétaire de notre plateforme. Si demain Bubble crash ou Bubble a des problèmes, Bubble a des bugs, et on est totalement dépendant d'eux. Donc, c'est vrai que ça ne plaît pas forcément aux investisseurs si vous avez préparé des levées de fonds, par exemple. Par contre, encore une fois, c'est un fait, mais vous pouvez prouver le contraire, bien sûr. Il y a des levées de fonds qui se sont faites sur des projets no-code, bien sûr. C'est juste que j'ai eu des retours là-dessus. Enfin, oui. Pardon, juste une question par rapport à ça. Typiquement, on a un site sur Bubble. On a envie de migrer sur autre chose ou créer notre propre truc, il faut tout repartir de zéro, quoi. On ne peut pas transférer un truc de Bubble vers autre chose. Alors, un truc de Bubble vers autre chose, non. Si on veut partir par exemple, on est sur Bubble, finalement, on souhaite aller sur du WordPress. On ne peut pas malheureusement migrer en quelques clics de Bubble à WordPress, on est obligé de tout refaire. Ok, ouais, donc ouais, c'est tout repartir à zéro, quoi. Ouais, tout repartir à zéro. Tout repartir à zéro, ouais. Après, il existe des solutions pour, par exemple, transformer une application web Bubble en application mobile. Ça, c'est possible. Ouais. Okay. Ça, c'est possible. Et enfin, le dernier point, c'est le fait que ces outils ne soient pas ou très peu open source, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire du code de la plateforme. Et donc, c'est lié forcément au point d'avant que cela ne plaît pas aux investisseurs parce que les investisseurs, ils aiment bien quand tout est maîtrisé et tout est entre vos mains, quoi. Voilà. On arrive ensuite sur mes conseils. Donc là, on a fini la partie no-code. Est-ce que vous avez des questions globalement sur le no-code, le low-code? Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas claires? Je suis allé un peu vite. Non? OK. Alors, oui? C'est une question générale ou sur nos cas particuliers? Pardon? C'est une question générale dont tu parles ou une question sur nos cas particuliers? Quelle que soit la question. D'accord. Alors moi, j'ai fait développer sur Bubble et en fait, il y a un problème de délivrabilité des mails via la messagerie Bubble et le développeur me dit que c'est un problème parce qu'il y a trop de monde qui utilise Bubble, il faut rajouter SendGrid. SendGrid. Parce qu'apparemment, avec Bubble, on peut faire que SendGrid, quoi, comme on ne peut pas utiliser MailChimp ou autre, quoi. Ouais, alors si tu veux, à la fin, parce que ça prendra un peu de temps de répondre, on se mettra ensemble. Je t'accorderai 10 minutes, on regardera ça ensemble. Pas de problème. Okay. Ensuite, on arrive donc sur la partie conseil. Donc, on sort du no-code. Ça, c'est des conseils un peu généraux sur les erreurs que j'ai pu faire et que j'aimerais que vous ne reproduisez pas. La première, c'est d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un projet, on a envie de tout faire bien, d'être perfectionniste. On a envie que tout soit nickel, que tous les contrats soient prêts, etc., que toute la partie administrative soit OK. Ça, c'est une grosse erreur parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Et sachant que le projet n'est pas sûr de réussir, il faut lancer des choses qui vont peut-être vous ramener des ventes le plus rapidement possible et ne pas se concentrer sur des tâches qui vous prendraient du temps et qui n'auraient pas d'impact. Ça, vous vous en occuperez après, une fois que vous aurez fait vos 3, 4, 10 premières ventes. Vous vous occuperez de la partie administrative et faire en sorte que tout soit carré. La règle numéro 2, moi je l'ai faite cette erreur, j'ai essayé de déléguer des tâches, ça peut être par exemple la partie SEO, référencement naturel du site, à des freelances. C'est une très grosse erreur si vous ne maîtrisez pas du tout le référencement naturel. Il faut que vous ayez au minimum des bases sur le sujet que vous voulez déléguer. C'est hyper important parce que soit vous allez vous faire rouler dans la farine, parce que la personne va voir que vous ne maîtrisez rien du tout. Et puis de toute façon, de manière générale, c'est très compliqué de driver quelqu'un si on ne comprend pas du tout le sujet. Donc ça, c'est assez important. Et je pense que cette erreur-là, tout le monde l'a fait au moins une fois. On ne peut pas maîtriser tous les sujets, mais on peut, grâce à Google, en se documentant, devenir un mini-expert d'un sujet en 2 semaines, 1 mois. N'importe qui peut devenir expert sur les chauves-souris en 1 mois s'il se documente sur les chauves-souris. Mais c'est impossible de devenir expert du dev quand on a besoin de développer un site, quoi, pour gérer un dev.
Sur le développement web, c'est une exception, bien sûr, parce qu'on peut pas, c'est un des sujets les plus compliqués à maîtriser. C'est l'exception. Voilà, c'est l'exception. Forcément, on va être obligé de faire confiance à des développeurs. Mais on peut toujours se documenter sur le développement que vous allez utiliser. La règle numéro 3, c'est très intéressant de vendre votre produit avant de le concevoir. Je vous prends mon exemple personnel. Lorsque j'ai créé mes premières formations en fait, pour apprendre aux gens à créer leur blog, j'ai été très méticuleux. Je voulais encore une fois que tout soit parfait, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps et à la fin, personne n'achète la formation. Donc, on perd beaucoup de temps et finalement, on a peu de résultats. Beaucoup, ce que font les grands vendeurs de formation, ils créent des landing pages où ils donnent envie d'acheter la formation et en fait, ils mettent en vente la formation avant même qu'elle soit créée. Et s'ils ont de l'attraction, ils ont 10, 15, 20 achats ou 10, 15, 20 personnes qui sont intéressées par la formation et ils la créent la formation. Donc, ce concept, il est adaptable à tout type de business. Donc, vendre votre produit avant de le concevoir, c'est exceptionnel. Et enfin, la quatrième règle, moi, j'ai beaucoup cru qu'on ne pouvait pas trop développer son réseau seulement via Internet, mais en fait, c'est ultra puissant, tout ce qui va être forum, groupe Facebook, LinkedIn. Mais je vais faire notamment un focus sur les forums, notamment growthhacking.fr et Indie Hacker. Ce sont des forums sur lesquels vous avez des personnes qui sont très, très compétentes, qui échangent, qui sont très contents d'échanger avec vous. Je vais parler de growthhacking.fr spécifiquement parce que ça tourne beaucoup autour des outils no-code. Donc, c'est le thème de la présentation. Donc, je vous invite tous à vous créer un compte sur growthhacking.fr. C'est un forum qui est extrêmement bon pour se faire un réseau. Pour la petite anecdote, moi, c'est sur growthhacking.fr que j'ai rencontré en fait mon équipe de développeurs web. C'est comme ça que j'ai construit mon équipe de développement. Ensuite, on arrive sur la partie trouver son product market fit. Alors, qu'est-ce que c'est le product market fit, pardon ? C'est le fait d'avoir trouvé son business model parfait, l'offre parfaite pour votre clientèle. Le jour où vous avez une offre qui correspond parfaitement à ce que recherche votre clientèle, bien forcément, il y a de la demande et il y a des gens qui achètent. Et donc, moi, j'en ai conclu qu'il fallait vraiment que j'interroge mes clients pour comprendre exactement ce qu'ils voulaient. Et en faisant ça, j'ai appris énormément de choses et je pense que vous devriez aussi le faire avec vos clients ou au moins vos prospects. Et donc, j'ai rédigé 5 questions qui vous permettront de savoir ça. Je vous enverrai de toute façon la slide. La première, c'est de lui demander de décrire le problème qu'il a amené à venir travailler avec vous. Donc ça, au moins, vous allez pouvoir comprendre pourquoi il vous a contacté en premier. Ensuite, de comprendre sa situation, d'écrire sa situation avant la collaboration. Donc, de savoir pourquoi déjà il n'a pas trouvé d'autres partenaires, pourquoi il vous a contacté vous. Décrivez aussi la solution que ça lui a apporté, quels éléments l'ont convaincu de nous faire confiance et bien sûr où il en serait s'il n'avait pas eu la collaboration avec vous. Donc, toutes ces questions-là, elles vont soulever plein de points et elles vont vous permettre de réfléchir à votre business model, à votre offre et à pouvoir l'améliorer. Et ça, c'est un travail qui est manuel, ça prend du temps, bien sûr, vous êtes obligé de les appeler, mais c'est extrêmement puissant et je pense que ça donne beaucoup d'idées. Donc, si vous voulez le faire, je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Et on arrive sur la fin, en fait, les chaînes YouTube que je pourrais vous recommander. Alors, c'est des chaînes YouTube qui peuvent tourner autour du no-code, de la productivité et de la vente. Je suis sûr que vous devez en connaître là-dedans. On a par exemple la chaîne de Shubham Sharma, lui qui parle beaucoup des outils no-code et qui est extrêmement clair dans ses explications. Il peut parler en général, il parle beaucoup de Notion, c'est un outil qui vous permet, qui a un espace de travail. Et ensuite, on a Scalesia qui est plutôt pour la partie sales, mais qui fait aussi du no-code. Business Impact, c'est plus pour la productivité, pour la motivation, c'est vraiment exceptionnel. Il y a des interviews de dingue qui ont été faites, notamment, je pense à celle de Jean de la Roche-Brochard, qui s'occupe des investissements de Xavier Niel, de Kima Ventures. Et je vous laisse regarder, mais c'est hyper intéressant de voir comment réfléchissent tous ces entrepreneurs à succès. Et enfin, pour la partie plus technique, on a AutoTools qui permet de se former à Bubble. Donc, je suis sûr que vous devez connaître. Il y a pas mal de contenu gratuit qui vous permet de vous auto-former. Et sur la partie WordPress, Divi, Elementor
WP Builder, WP Bakery, etc. On a la chaîne de Darrell Wilson qui est vraiment de très haut niveau exceptionnel. Et petit point important, la chaîne de Darrell Wilson est aussi traduite en Darrell Wilson français, espagnol, anglais. Donc, je vous laisserai regarder celle en français si vous ne comprenez pas l'anglais. Voilà, la présentation est terminée. Si vous souhaitez échanger plus tard, vous avez mon mail et mon WhatsApp. Ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous sur chaque projet parce que ça m'ouvre toujours l'esprit et ça me motive toujours. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. J'ai une question, Tom. Du coup, ça fait très peu de temps que Mastertom a été créé, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Le premier jour du quoi que ce soit, ça fait presque 2 ans, ça passe vite. Mais quels ont été les mécanismes que tu as mis en place au début pour lancer justement ton agence? Et là, je parle vraiment dans le cadre d'une agence, tu vois, Ouais. création de landing, etc. Est-ce que tu as fait un peu de Google Ads, Facebook Ads, justement, avec des petites landings pour attirer, pour avoir du lead? Est-ce que tu as fait beaucoup fond du LinkedIn, c'est des posts forte valeur ajoutée sur LinkedIn pour attirer d'autres gens? Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, Alors, c'est très intéressant comme question. C'est moi la question que je me posais en premier, savoir comment je vais trouver des clients. Moi, j'ai utilisé un canal que très, très peu de gens ont utilisé, qui m'a permis de faire un carton au début du Covid. J'ai utilisé la stratégie Le Bon Coin. Alors, la stratégie Le Bon Coin, vous allez me dire, c'est fou. En fait, moi, je mettais des centaines, voire des milliers d'annonces sur Le Bon Coin. À la fin, j'ai développé des outils qui permettaient de le faire. Et j'ai réussi à avoir énormément de demandes sur la partie réalisation de sites vitrines, notamment pendant le Covid. Donc ça, c'était en fait le canal d'acquisition qui m'a ramené au moins 60% de mes clients. Donc, c'était ultra puissant. Le reste, ça a été du référencement naturel qui a été fait. Forcément, ça prend du temps sur le site Internet. J'ai essayé de la Google Ads, malheureusement sans succès, parce qu'il y a énormément de concurrence sur la vente de sites Internet. C'est extrêmement compliqué de concurrencer les gros qui ont des budgets monstrueux comme Wix et même d'autres agences. Et puis après, j'ai une stratégie qui s'appelle la stratégie globalement growth hacking, ce qui va être prospection sur LinkedIn, emailing, une stratégie multicanal. Et ça, c'est assez puissant aussi pour générer des prospects, générer des rendez-vous clients. Donc, je vais vous montrer un mapping. Où est-ce que je peux vous montrer? Qui est pas mal. Je vous l'enverrai. Ça vous aidera sûrement. Tac. Acquisition B2B. Donc ça, c'est toutes les stratégies que j'ai listées pour aller chercher des clients sur la partie agence. Et je suis sûr que ça pourra vous aider. Je vais faire un mapping très rapide. On a premièrement les appels d'offres, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Ça prend beaucoup de temps. On a ensuite les apporteurs d'affaires. C'est des gens qui sont dans votre entourage et qui peuvent vous ramener des prospects, qui vous recommandent. On a les événements sur lesquels vous pouvez participer. Ça peut être des salons, des conférences, vous faire connaître, donner vos cartes de visite, etc. Ça prend du temps. Vous avez les médias payants comme Madines, Capterra, Advisor qui vous permettent de référencer votre solution sur leur site et d'être assez visible. Après, on arrive sur la partie Ads. Vous avez Google Ads, Bing Ads. Ça vous permet aussi de faire du retargeting, donc c'est assez puissant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a la partie SEO qui, pour moi, est la plus puissante, mais c'est une stratégie long terme. Ça passe par beaucoup de rédaction de contenu, des backlinks et une optimisation de la vitesse de votre site. Et enfin, un des derniers canaux, c'est la partie growth hacking dont je viens de parler. Campagne téléphonique, campagne LinkedIn, prospection, emailing. Ça peut être aussi courrier postal quand on a des leads très, très qualifiés. Voilà. Ça, je pourrais vous envoyer le document. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Tu ne mentionnes pas les groupes Facebook dedans? Les groupes Facebook? Ouais. Alors, ce n'était pas adapté à mon type de business forcément, parce que sur les groupes Facebook, en général, c'est des gens qui n'ont pas forcément de très gros budget pour lancer leur site Internet. Mais oui, ça peut être très intéressant, les groupes Facebook. Et puis, d'ailleurs, en parlant de groupes Facebook, je trouve ça exceptionnel pour tester son idée, parce qu'on poste sur un groupe Facebook son idée et on attend les retours. Je l'ai fait, moi, avec une idée que j'avais eue, justement que j'ai abandonnée parce que j'ai eu des très mauvais retours. Je voulais créer en fait un outil SaaS qui permettait aux agences de réaliser le cahier des charges de leurs clients très, très rapidement. Donc, finalement, j'ai posé la question sur des groupes d'experts web et de patrons d'agences.
Et finalement, j'ai eu des retours négatifs. On m'a dit que, en général, un client qui n'arrive pas avec un cahier des charges, forcément, c'est qu'il n'est pas qualifié. Donc, s'il n'a pas un bon cahier des charges, on ne traite pas avec lui. Donc, voilà, c'est un exemple tout simple, mais ça peut être adapté avec n'importe quel type d'idée. Ok. On va revenir là. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Ou est-ce que j'ai répondu déjà à la question? Je ne sais pas. Tout à fait, ouais, c'était très clair. Super. Ouais, peut-être une question, comment, en termes de démarche, donc, quelle est l'approche qu'on doit avoir? Donc, par exemple, moi j'avais parlé effectivement mettre en relation et notamment d'un côté des entreprises dans le domaine du textile, puis de l'autre côté recenser un certain nombre d'entreprises qui seraient capables d'utiliser donc leur textile usagé. C'est quoi l'approche? Est-ce qu'il faut commencer à réaliser, par exemple, je sais pas moi, les fonctionnalités qu'il faut mettre en place? Enfin, quelle approche que toi tu suivrais? Alors, honnêtement, je n'ai pas super bien cerné le projet. Si tu peux me réexpliquer rapidement. Non, mais, enfin, à la limite, bon, je vais te donner les éléments, mais ça s'applique nécessairement ça peut s'appliquer à tout. Grosso modo, c'est de recenser les différentes entreprises qui sont capables de traiter des vêtements usagés. Ça peut faire pour faire ce qu'on appelle de l'upcycling ou d'autres choses. Et ensuite, de les mettre en lien avec des entreprises qui ont justement des déchets textiles. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir qualifier les deux côtés, quoi, pour voir un peu si l'offre correspond à la demande, en fait. D'accord, ok, ouais, en fait, c'est une marketplace. Oui, c'est une forme de marketplace. Ouais. C'est une forme de marketplace de service, en fait. Ouais. Alors, quelle est ta question, du coup? La question, c'est l'approche, parce que bon, là, tu as montré effectivement, il y a pas mal d'outils. Maintenant, est-ce que, comment dire, pour avancer, est-ce qu'il faut commencer à lister un peu les différents types soit de données ou de fonctionnalités qu'on veut avoir sur notre plateforme? Quelle approche tu aurais? D'accord, ok. Là tu en es au tout début du projet, il n'y a rien qui a été fait encore? Non. D'accord, ok. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il faudrait vraiment que tu puisses définir exactement ce que c'est le projet, puis puisses l'expliquer très, très facilement à n'importe qui et que la personne puisse le comprendre très vite. Tu vois, il m'a fallu du temps avant de comprendre le projet et qu'il faut que tu aies un pitch nickel pour déjà communiquer avec des personnes sur ton projet. Ouais. Deuxièmement, ensuite, il faut que tu réfléchisses bien sûr aux fonctionnalités que tu vas intégrer sur la plateforme, mais avant de réfléchir aux fonctionnalités, il faut que tu réfléchisses globalement, est-ce qu'il y a vraiment un besoin sur ce marché-là? Ça, je ne sais pas, je ne connais pas du tout, je n'ai pas creusé ce marché, mais c'est la première étape. Oui, à la limite, bon, ces éléments-là, ça, je les ai, parce que et d'ailleurs, c'est des choses qu'on voit dans Schoolab. Là, je voulais plutôt rentrer sur la partie outils, en fait. D'accord, sur la partie outils. Alors, sur la partie outils, les outils que je pourrais te recommander, déjà, c'est de lancer avec du WordPress et du Divi ou du WordPress et Elementor un site internet assez simple, une landing page ou un site où tu présentes tout simplement le projet. Tu ne vas pas dans les détails à créer des fonctionnalités spécifiques. Tu ne crées pas encore la marketplace, mais tu crées déjà une landing page pour pouvoir communiquer, déjà, faire comprendre ton projet. Et grâce à cette landing page sur site internet, tu vas rentrer en contact avec les sociétés. Donc, ça peut être soit les sociétés qui recyclent, soit les sociétés qui ont besoin de recycleurs. Ouais. Tu vas contacter les deux et tu auras déjà cet aspect un peu professionnel d'avoir un site internet. Eux, ils ne sauront pas si ta marketplace est créée ou pas parce que forcément, normalement, il faut des codes pour entrer dans la plateforme. Donc, tu utilises le site internet, tu les contactes et tu te fais déjà un réseau. Tu vois s'il y a de l'attraction, si ça plaît. Et si ça plaît, tu n'hésites pas, tu lances le projet avec du Bubble ou voilà, tu lances le projet après avec d'autres outils plus puissants. OK. J'ai une question. Je vais rentrer dans les détails rapidement comme ça parce que j'essaie de donner réponse en 2 minutes. Mais après, si tu veux échanger plus tard, on pourra planifier un appel. Ouais, OK, très bien. Merci. J'ai une question sur le deuxième point de l'un de tes slides. Tu disais, tu peux faire payer ton projet avant de l'avoir créé. C'est pas compliqué ça parfois quand tu annonces, faut l'annoncer, donc du coup le client est conscient que tu vas pas lui livrer tout de suite si ça prend un temps à développer, etc. Ouais. Alors ce que font en général les gens qui créent ces business-là, ils ne vendent pas forcément exactement, ils mettent pas une plateforme de paiement. C'est-à-dire qu'on ne paye pas forcément. Il y en a qui le font, hein, mais bon, c'est pas très correct. Mais sinon, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent inscrivez-vous pour recevoir en avant-première le projet.
Donc, on a une liste d'emails de personnes qui sont intéressées au lancement. Donc, on peut savoir qu'il y a une traction. Voilà. C'est tu vends pas alors. C'est notre technique. C'est juste une attraction, c'est pas du chiffre d'affaires. Ouais, certains vendent, d'autres font des systèmes comme ça, soit de newsletter, soit de pré-lancement. D'accord. Mais il y en a beaucoup qui vendent. Hein. Ah ouais, et du coup, ils ne livrent pas tout de suite, ils livrent X temps. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où ils reçoivent les paiements, ils envoient des emails en disant que les personnes vont recevoir ça finalement dans 7 jours plutôt que dans 24 heures. Voilà. Et en général, ils offrent un code promo pour le prochain achat en plus ou un dédommagement. Quoi. Oui, d'accord. OK. Merci. De rien. Ah ben, je vais reprendre s'il n'y a personne, je vais reprendre la parole. Tu dis, donc du coup, tu nous as expliqué le no-code. Donc, a priori, vu que c'est moins cher et que c'est plus rapide à développer, je pense que tu nous conseilles le no-code quand on peut le faire. Mais alors, du coup, la question, c'est comment choisir le bon prestat, agence ou freelance, le bon prestat. Est-ce que tu conseilles de prendre quand même un chef de projet ou pas, si on prend un dev no-code? Voilà, toutes ces questions pour trouver la bonne adéquation, la bonne équipe pour développer le projet. Alors, c'est très simple, hein. La meilleure agence, c'est moi. Ok, donc je notais, donc c'est Webmaster. D'accord. Okay. Alors, pour te donner des petites recommandations sur la partie freelance, si tu veux choper des freelances de qualité, tu as des plateformes comme Malte qui sont pas mal pour chercher des freelances. Après, en fait, tout va dépendre de ton budget, bien sûr. Mais si tu as un très faible budget, il y a 2 possibilités. Soit tu vas sur des forums comme grandhacking.fr, tu pitches ton idée et tu dis que tu cherches peut-être soit un associé, soit un collaborateur pour développer le projet. En général, tu as des gens très compétents et ça va te coûter beaucoup moins cher. Soit tu vas sur des plateformes comme Malte où tu trouves un freelance qui va te faire payer la prestation. Ou enfin, tu as des agences qui sont de plus haut niveau, comme par exemple AirDev, AIRDEV, qui sont experts en Bubble et qui te permettra de lancer un Bubble de haut niveau, mais forcément, ça coûtera très cher. C'est cher. Après, il n'y a pas de réel intérêt de passer sur du no-code si pour payer 50 000 balles la plateforme. Ben, bien sûr. Ça c'est vrai. Mais par contre, tu conseilles de prendre un chef de projet quand même pour gérer le projet avec un no-code dev ou bien le gérer soi-même? Ah ben, ça, c'est une question. Après, tout dépend des connaissances que toi, tu as. En fait, ça va varier en fonction des projets, des connaissances que toi tu as, du budget que tu as. Est-ce que tu as assez de budget pour, en général, pour la faire simple, non, tu ne peux pas prendre de chef de projet parce que si tu passes par du no-code, c'est que tu n'as pas forcément de budget. Donc, le chef de projet, ça va être toi. Ouais. Ouais. Mais ça peut avoir des surprises. Ouais, ça peut avoir des surprises. Ouais. Ok. D'autres questions? Parce que là, il est 57, je ne sais pas combien de temps on a. Si on a un peu plus de temps, je vous présente Whimsical. Bah écoute, on s'était dit jusque 16 h. Après, je ne sais pas si toi, tu as un peu de temps et s'il y a des outils que vous voulez voir. Mais en effet, c'est le moment si vous voulez entrer un peu dans le détail ou poser des questions un peu plus spécifiques. Moi, j'aurai un rendez-vous qui va démarrer à 16h15, mais si vous avez des questions, je suis encore dispo, il n'y a pas de problème. Sinon, si personne n'a de questions, je vous fais rapidement un point sur l'outil Whimsical que je voulais vous présenter, qui est vraiment top. Et est-ce que tu veux me parler maintenant de la livrabilité des mails ou bien après? Ah oui, de la livrabilité après plutôt. On fera un call ensemble. Et puis je verrai surtout si je peux répondre à ta question, si j'ai confiance, ou sinon je te recommanderai quelqu'un. D'accord. Voilà. Donc, si personne n'a de questions, je passe. En effet, si tu as 5 petites minutes, ça peut être hyper intéressant. Je pense qu'il y a Guy qui parlait de Miro. Ça ressemble en effet à Miro, ce que tu peux faire avec Whimsical, mais moi, intéressé pour voir. Miro. Et sinon, moi, j'ai une petite question supplémentaire. Mural. Tu as parlé de pas mal d'outils que j'ai notés d'ailleurs, type Gros Hacking, etc. Donc, intéressant. Surtout si ça peut être un peu l'endroit pour trouver des devs et des personnes compétentes. Tu as mentionné pas mal de chaînes YouTube à suivre pour se former sur des outils. Ouais. Et est-ce que tu as aussi des sites internet ou des newsletters à recommander pour t'informer justement sur les nouveaux outils qui marchent bien ou les fonctionnalités, etc. Bien sûr. Alors, il y a différentes plateformes. Si on parle général, on a Madines qui est le journal des entrepreneurs, qui est vraiment sympa à suivre. On va voir toutes les nouvelles actualités, aussi les nouvelles levées de fonds de plateforme no-code.
On va avoir les levées de fonds de différentes startups, etc. Je ne sais pas si tu connais, tu dois connaître sûrement. Ouais. Ouais, certains. Après, tu as Product Hunt. Product Hunt, ça te permet d'avoir, tu dois connaître aussi peut-être, tu me dis si tu connais. Ouais, je pose aussi la question pour tout le monde, mais Product Hunt, ça te permet en fait d'avoir le listing des meilleures plateformes actuelles, que ce soit en no-code, en low-code ou pas, des solutions SaaS, etc. Après, sur la documentation, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je m'intéresse à un sujet précis, c'est d'aller chercher des articles précis sur la plateforme que je recherche, quoi. Mais sur la partie actualité, non, à part Product Hunt, Madines, il y en a qui me reviendront en tête que je te dirai, mais moi, c'est ce que je regarde mensuellement. Ouais, voilà. Moi, j'ai un truc très intéressant, c'est le Slack de No Code France. C'est vraiment super intéressant parce que tu as plein de canaux où tu as toutes ces thématiques, tu peux trouver les nouveaux produits, etc. Mais tu peux rentrer en contact avec plein de gens, ils organisent eux-mêmes des événements, etc. Donc, c'est Ouais. vraiment très intéressant. Ah bah super, merci beaucoup, je vais regarder. De rien. Slack de No Code France, ok, j'avais pas entendu parler. Ok. D'ailleurs, si d'autres personnes ont des outils, moi ça m'intéresse, hein, si on ne sait jamais, vous devez sûrement connaître des choses que je ne connais pas, c'est certain. Certains ont des outils. Après, bon, il y a deux choses, du coup, si personne n'a de questions. Deux choses que je peux faire en 10 minutes. Vous présentez Whimsical et vous montrer un petit mapping d'exemples de campagne de growth hacking avec de la prospection multicanal. Alors, on va faire très vite. Whimsical, premièrement, on arrive ici. Ça vous permet de faire 4 choses Whimsical. On va repartir sur un projet de 0. On va repartir depuis 0. Alors, un peu plus que 4 choses quand même. Ça vous permet soit d'avoir un document, bon, ça, on s'en fout complet, c'est Google Doc, soit faire un flowchart. Un flowchart, c'est très simple, c'est une arborescence. Un flowchart, moi, je l'utilise soit pour faire des workflows, pardon, où on explique en fait soit le process client, soit le process des fonctionnalités sur la plateforme. Pour donner un exemple, je vais montrer par exemple ici. Ici, on a un process qui est très simple, hein, mais on peut avoir plus compliqué. Donc voilà, ça c'est un flowchart. En général, on l'utilise pour expliquer les process et ce qu'on appelle les workflows. On a ensuite les wireframes. Wireframe, c'est équivalent à une maquette, donc ce qu'on fait avec Adobe XD. Je vais montrer par exemple une maquette nous qu'on a réalisée avec. Est-ce qu'il y en a une sur ce compte? Voilà, ça se fait vraiment en 3 minutes. Voilà. En 3 minutes, vous avez votre maquette. C'est ultra simple et ça rend bien. Ça vous permet d'avoir un cahier des charges en fait, assez clair quand vous allez contacter soit un développeur ou même pour vous structurer les idées. Donc, si je souhaite modifier voilà, le rectangle, c'est l'équivalent d'un Canva, quoi. C'est super simple à utiliser et vous avez les éléments qui sont déjà prêts. Vous pouvez ajouter un bouton solide, un lien, une image, un input, un avatar qu'on a ici, en un clic, quoi, en fait, hein. C'est extrêmement simple. Et franchement, voilà. L'avantage, c'est que c'est très simple d'utilisation et qu'il y a un rendu visuel qui est top. Et à la fin, bien sûr, comme sur tous les outils no-code maintenant quasiment, on peut partager via un lien notre maquette et l'envoyer à n'importe qui. Ou alors, on peut l'exporter en PDF. C'est un outil qui est totalement… il y a une version freemium. Là, par exemple, je suis sur un compte gratuit sur ce compte-là, parce que j'en ai plusieurs, mais sur ce compte-là, on est sur un compte gratuit. Et donc, vous payez 0 € en fait. Hein. Mais vous avez, par exemple, il me reste 626 maquettes. Donc, vous imaginez quand même le temps de travailler dessus. Donc, on a fait le tour là des flowcharts wireframes. Après, il y a, ce qui est intéressant, c'est les mind maps. Mind maps, c'est pas mal pour structurer les idées, faire des brainstorming, trucs du style. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur Whimsical? Super intéressant, notamment la partie maquette, framework. Ouais, non, franchement, c'est top et ça permet, voilà, c'est vraiment super intéressant si vous voulez réaliser votre cahier des charges avant de contacter une agence, par exemple. Ça, c'est vraiment top. Parce que je sais que beaucoup de gens ont des difficultés à réaliser un cahier des charges, ils se mettent sur Word, PowerPoint, c'est une galère totale. Là, avec ça, c'est génial. Mais attends, un cahier des charges, c'est écrit, c'est pas visuel. Ce qui est visuel, c'est les wireframes. Ouais, il y a deux parties en fait hein, sur un cahier des charges. Il y a la partie écrite, bon, ça, je ne vais pas vous apprendre, c'est du Word, du Google Doc, mais il y a la partie, bien sûr, visuelle. D'accord. Et la partie visuelle, c'est ça. Ou alors, du Adobe XD, si vous maîtrisez, c'est encore mieux. Mais voilà. L'avantage aussi, c'est que là, vous pouvez
communiquer avec vos équipes, c'est-à-dire que chacun se connecte et peut modifier en même temps la plateforme, c'est vraiment cool. On peut voir les commentaires, etc. etc. D'ailleurs, ça, si on vient ici, voilà, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur vos bulles, par exemple ici. Vous pouvez rajouter des petits commentaires que les gens pourront voir lorsqu'ils verront votre maquette. Ça, c'est plutôt pas mal. OK. Et enfin, ce que je voulais vous montrer, ah oui, ça me revient, c'est la partie prospection. Je dois l'avoir ici. Je vous enverrai le document qui est vraiment top. C'est les différentes stratégies multicanales pour faire de la prospection en général via LinkedIn. Donc, on va prendre un exemple assez simple. Vous allez sur LinkedIn, soit avec Sales Navigator, soit sans Sales Navigator. Vous allez utiliser en fait un outil comme Faro avec EvaBoot pour extraire les emails des personnes que vous avez choisies de la liste. Vous allez ensuite vous retrouver avec un Excel ou un Google Sheet avec tous ces emails, les prénoms des personnes, leur société, etc. Vous allez quand même avoir besoin d'être sûr que les emails sont de qualité avant de faire votre campagne d'emailing parce que sinon, ça va tomber dans les spams. Là, vous allez utiliser Drop Contact, ce qui va vous permettre d'enrichir les mails. Enrichir, ça veut dire être sûr que les mails soient qualifiés, soient de bonne qualité. Et ensuite, soit vous utilisez… ensuite, après ça, une fois qu'on a nos emails qui sont enrichis de bonne qualité, on passe à l'étape de contact. Donc, on va rentrer en contact avec la personne. Donc, en fonction des informations qu'on a, ça peut être les emails, ça peut être le téléphone, ça peut être le nom, ça peut être le nom de la société. En fonction des informations que vous avez, vous allez faire différentes stratégies de prospection. On va prendre la première que j'utilise. Donc, vous pouvez contacter via l'outil Lemlist la personne par email et par LinkedIn en même temps. Et vous allez pouvoir, grâce au tableau de bord, voir les retours, les résultats des campagnes. On a ce petit outil qui est en plein milieu, qui est WeClose, qui est un icebreaker, c'est-à-dire qui permet automatiquement de créer des phrases d'accroche que vous allez envoyer au prospect. En fait, en fonction de la biographie LinkedIn de la personne, ça va créer une phrase d'accroche. Ça va créer une phrase d'accroche qui va être générée automatiquement. Donc, si vous contactez des centaines de personnes, c'est bien de le faire. Voilà, bon, c'est globalement pour vous faire un petit point là-dessus. Mais il y a quand même un point très important. Je pense qu'il faut faire très attention à toutes ces campagnes de prospection automatisée, etc. Ça restera toujours moins puissant que d'entretenir une vraie relation avec quelqu'un et de créer des messages vraiment manuellement et de bonne qualité, extrêmement ciblés. Forcément, le taux de conversion sera moins élevé, mais ça permettra de faire plus de volume. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Tom, en tout cas pour tous ces petits conseils et ces outils. Je pense qu'en effet, avec, comment il s'appelle? Oui, Psychol. Ouais, celui-là ou Miro, c'est vrai que c'est toujours super utile pour poser à plat même votre process, pouvoir se dire, bon, qu'est-ce qui se passe à telle étape, de le poser une bonne fois pour toutes, c'est très efficace, ça vous aidera à avancer. Ouais, donc, super intéressant comme outil. Je me note aussi tous les autres que tu as donnés, top pour se tenir au courant et s'informer. Ouais, génial. Et puis, écoute, j'ai tes contacts, donc si tu veux, soit je les transmets à ceux qui souhaitent aller plus loin, ou soit on en reparle pour organiser des petits créneaux. Très bien, très bien. De toute façon, vous avez tous mon contact. Tu pourras leur envoyer. Et je vais surtout t'envoyer les documents que je vais vous communiquer, la présentation, plus différents documents et différents outils. Et comme ça, vous aurez ça en main. Et puis, si vous voulez creuser dessus, vous pourrez. Super. Et écoute, un grand merci. Avec plaisir. On reparle de tout ça. Si tu penses à d'autres outils, n'hésite pas. De mon côté, je ferai de même. Très bien. Mais merci de m'avoir écouté. Merci. Un grand merci. Merci, à plus. Ciao, merci beaucoup.